Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Hebdo du 4 juillet, votre rendez-vous d'information régionale à la télévision des Basses-Laurentides. Mon nom est Clara Maté-Genet et je suis votre animatrice. Cette semaine à l'émission, on fait le point sur les nouvelles annonces en transport dans la région et on découvre le tout nouveau jardin communautaire de Bois-des-Filions. En entrevue, je m'entretiens avec la députée des Plaines, Lucie Lecourt, pour dresser un bilan de sa dernière session parlementaire. Finalement, je vous propose de découvrir les coulisses du Petit Théâtre du Nord dans le cadre de leur nouvelle pièce, Une plante verte, verte, verte. Bonne émission! Concernant l'électrification des transports ont marqué l'actualité de la région dans les dernières semaines. Déjà le 20 juin dernier, la députée des Plaines pour la CAQ, Lucie Lecourt, a fait l'annonce d'un investissement de la part de son gouvernement dans une nouvelle formation pour les mécaniciens d'autobus électriques. Une somme de plus de 800 000 $ a été injectée dans la formation continue pour 140 travailleurs répartis dans 35 entreprises à plusieurs endroits au Québec, toutes spécialisées dans le transport en autobus scolaire. Dans la région, cette formation est donnée au Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme à Mirabel. Ces cours s'adressent à des mécaniciens déjà en emploi dans des entreprises pour adapter leurs connaissances et leurs pratiques en mécanique pour les véhicules électriques. La députée des Plaines pour la CAQ, Lucie Lecourt, a fait l'annonce de cet investissement au nom de sa collègue et ministre de l'Emploi, Catherine Champagne-Jourdain. Et voilà ce que Mme Lecourt avait à dire à propos de cette nouvelle formation. Je suis contente parce que c'est une formation, c'est l'équivalent d'un DEP. En plus, c'est très court en termes de temps parce que, justement, les employeurs disaient on n'en a pas beaucoup de temps accordé à la formation. Est-ce qu'on peut la faire plus courte? Et ça a été fait par des enseignants du secteur qui l'ont tout bâti dans un laps de temps beaucoup plus court. Je porte une grande foi envers ce type de formation-là parce que c'est le présent et c'est l'avenir avec tout ce qu'on fait en matière pour les entreprises. On fait de l'automatisation, de la robotisation. Bien, ce genre de postes-là, on ne peut pas les remplacer par personne, par aucune machine, je veux dire. Donc, c'est important que les jeunes d'aujourd'hui aient ces choix-là. Cette formation, qui a déjà débuté pour 58 travailleurs à travers la province, cumule un total de 54 heures de cours pratiques et théoriques qui prendront fin d'ici l'été 2025. Parallèlement à cette annonce, la société de transport collectif EXO a inauguré les nouvelles voitures de train de banlieue qui circulent depuis le 25 juin sur la ligne 12 Saint-Jérôme. Ce sont au total 44 nouvelles voitures de type 2050 qui seront graduellement mises en service au courant de l'été. Le renouvellement de cette flotte permettra d'envoyer les anciennes voitures sur la ligne Candiac, dont l'équipement était devenu désuet. Les voitures 2050 comprennent 147 places assises par wagon, des supports à vélo ainsi qu'un système de chauffage et de climatisation. Leur vitesse maximale est de 150 km/h. Sylvain Yel, directeur général d'EXO, nous explique comment l'accessibilité des voitures a été mise de l'avant dans ce nouveau design. Donc, chaque rame va avoir au moins une voiture accessible pour les personnes à mobilité réduite. Donc, pour mieux circuler, s'installer avec un fauteuil, accéder aux salles de bain. Donc, c'est des véhicules qui vont être accessibles, là. Évidemment, tout ça va se faire en lien avec les infrastructures aussi. Donc, on a besoin de rendre l'accès du quai vers le train, ce qui est prévu dans nos programmes là, de cette année et des prochaines années. L'attribution du contrat pour ces nouvelles voitures avait semé la controverse en 2017 quand la compagnie China Railway Rolling Stock Corporation avait remporté l'appel d'offres contre Bombardier. L'entreprise chinoise a mauvaise réputation, notamment pour son approvisionnement dans des mines malgaches où travaillent des enfants. Des retards dans les livraisons des voitures ont aussi causé de l'impatience. Malgré tout, on retrouve 30 % d'équipements canadiens dans la fabrication des nouvelles installations. 8 compagnies québécoises ont participé à l'élaboration des voitures 2050. Selon le Conseil régional en environnement des Laurentides, les habitudes de déplacement des habitants de la région sont de plus en plus changeantes. Les trajets vers le travail ne s'effectuent plus uniquement en direction de Montréal, ce qui signifie que les déplacements ne se font plus seulement dans un axe nord-sud, mais aussi d'est en ouest, au sein même du territoire des Laurentides. Dans ce contexte, Sylvain Yel souhaite que son entreprise se positionne comme chef de file dans l'électrification des transports dans la région. Ça passe à travers les trains de banlieue. Un train comme ça qui peut déplacer 2000 personnes, ça fait une quantité de GES qui est très faible par rapport à l'automobile, par exemple. L'autre volet, par contre, c'est qu'on a un plan d'électrifier l'ensemble de la flotte d'autobus. Donc, on a déjà commencé à faire des acquisitions d'autobus électriques. D'ailleurs, on a un test en ce moment avec un plus petit autobus.
ici dans la région. Là, en fait, c'est plus dans le coin de Saint-Eustache, mais dans la couronne nord, on teste un autobus 100% électrique en ce moment. Je rappelle que du 2 au 12 juillet, des travaux importants sur les rails entraînent une interruption de service aux gares Saint-Jérôme, Mirabel et Blainville. Quoi de neuf dans les Basses-Laurentides? La direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides annonce que la zone à risque élevé de contracter la maladie de Lyme s'est élargie dans la région. Près d'une quarantaine de municipalités sont maintenant à risque d'avoir des tiques à pattes noires infectées par une bactérie qui peut causer la maladie de Lyme ou d'autres infections qui se transmettent plus rarement. En cas de piqûre, il faut retirer la tique le plus tôt possible à l'aide d'un tire-pic ou d'une pince fine. Il est déconseillé de presser sur la tique ou d'utiliser ses doigts ou ses ongles pour la retirer. Si la tique est retirée dans les 24 heures, le risque de contracter la maladie de Lyme est très faible. Plus elle reste accrochée longtemps, plus le risque que la maladie soit transmise augmente. Pour éviter les piqûres de tiques, il est recommandé de rester dans les sentiers et éviter les herbes hautes, de porter un chapeau, des souliers fermés et des vêtements longs et pâles pour plus facilement repérer les tiques, et de prendre une douche ou un bain et bien examiner son corps pour repérer les tiques rapidement après une possible exposition. La direction de santé publique des Laurentides invite la population à prendre les précautions nécessaires pour se protéger des piqûres de tiques et de bien suivre les consignes en cas de piqûre. La Ville de Saint-Jérôme a créé une commission extraordinaire sur l'habitation dans le but d'accélérer la mise en chantier de logements sur le territoire pour combattre le taux d'inoccupation des logements à la baisse. Cette décision est rendue possible grâce à la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation, dite la loi 31. Celle-ci accorde aux municipalités un pouvoir temporaire pour autoriser tout projet de construction de bâtiments comprenant au moins 3 logements, et ce, même s'il ne respecte pas sa réglementation d'urbanisme. Le taux d'inoccupation des logements à Saint-Jérôme est établi à 0,2 % en ce moment, ce qui est nettement plus bas que le seuil d'équilibre de 3 % qui est visé. La Ville de Saint-Jérôme souhaite donc se doter des moyens pour augmenter l'accessibilité aux logements abordables, salubres et sécuritaires. Ce contexte pourra donner le coup d'envoi pour que Saint-Jérôme se dote de sa toute première politique de l'habitation et d'un plan d'action concret en matière d'habitation. Selon Marc Boursier, maire de la ville, Saint-Jérôme est l'une des seules villes parmi les 20 plus importantes au Québec à ne pas avoir de telle politique. Il souhaite remédier à cette situation avec l'adoption de la toute première politique d'habitation de la ville cet automne. Il y a environ un mois, la ville de Bois-des-Filions inaugurait son tout nouveau jardin communautaire. J'ai décidé d'aller y faire un tour pour discuter de ce nouveau projet avec Gilles Blanchette, maire de la ville. On est présentement au parc Aumerois à Bois-des-Filions dans le cadre de l'inauguration du jardin communautaire de Bois-des-Filions. On a installé 12 bacs pour 12 familles au niveau de la ville. C'est un investissement de la ville de Bois-des-Filions de 50 000 $ à laquelle on a eu une subvention de 5 000 $ de compost Sainte-Anne. Ça permet à des familles de faire du jardinage en mode urbain. Puis en même temps, bien, ça fait une belle occasion de réduire les gaz à effet de serre. C'était un concours qui a été organisé. Je pense qu'on a eu 3 fois le nombre de participants. Fait qu'on a fait un tirage au sort pour 12 familles. On prévoit peut-être l'année prochaine faire un agrandissement pour accueillir encore plus de familles, mais ça a eu beaucoup d'engouement de la part de notre communauté. C'est les familles de Bois-des-Filions. On est en train de regarder dans quelle représentation au niveau des familles, c'est des locataires, des propriétaires, mais c'est des gens de la place qui sont venus installer leur plate-bande ou leur pot pour pouvoir cueillir les légumes là, à la fin du mois de juillet. Une plate-bande comme ça ou un bac comme ça peut être fait dans n'importe quel arrière-cour là, sans aucun problème. On va voir. Peut-être que l'année prochaine, on ira plus sur les gens qui sont peut-être en logement de façon à pouvoir leur permettre à eux aussi de pouvoir participer à cet événement-là. Ça l'aide à réduire les gaz à effet de serre. C'est une demande de nos citoyens. Puis dans le cadre des fleurons, le fleuron, c'est un concours qui est sur l'embellissement des villes. On avait toujours une note comme quoi qu'on n'avait pas de jardin communautaire pour notre famille, nos familles de Bois-des-Filions, mais maintenant c'est fait. Comme vous voyez, il y a de l'espace, amplement d'espace pour agrandir encore plusieurs fois le jardin communautaire si la demande est là, si les fonds sont disponibles au niveau de la ville aussi. On est très content de participer à ce programme-là. Là. Comme je vous dis, on est très fiers d'avoir reçu une subvention de 5 000 $ de compost Sainte-Anne pour la participation.
possiblement qu'on a un autre 5 000 $ pour une deuxième phase l'année prochaine. Je pense que c'est un beau service qu'on peut offrir à nos citoyens. En parlant de parc, là, il y a un nouveau parc canin aussi là, à Bois-des-Filions. Oui, la ville a inauguré le parc canin il y a quelques semaines dans le parc industriel. On a un espace vert dans le parc industriel qui était très peu utilisé. À l'époque, on avait un petit terrain de soccer, les gens n'y allaient plus, fait qu'on a décidé d'instaurer ça à l'écart des résidences pour éviter le bruit. Là. Avant, on était en partenariat avec la ville voisine pour le parc canin, sauf que c'est adossé aux résidences de Bois-des-Filions, fait que ça créait des problèmes, fait qu'on a décidé de rapatrier nos gens puis le mettre au parc canin dans le parc des bâtisseurs à Bois-des-Filions. L'Assemblée nationale a ajourné ses travaux le 7 juin dernier pour la période estivale jusqu'au 10 septembre. Pour faire le point sur sa dernière session parlementaire, je me suis entretenue avec Lucie Lecourt, députée des Plaines pour la CAQ. La session parlementaire s'est terminée à Québec. Qu'est-ce qui a marqué, là, selon vous, peut-être juste les grandes lignes là, de cette dernière session? Ce qui est le plus important, c'est toutes les avancées qu'on est en train de faire en santé. On va se le dire, c'est le dossier le plus difficile en ce moment. Les démarches qu'on est en train d'entreprendre sont difficiles pour la population, puis sont difficilement aussi tangibles, parce que ça va prendre encore un certain temps avant qu'on puisse avoir les effets de la réforme qui est en train de s'installer. Mais juste le conseil d'administration qui a été nommé pour Santé Québec, avec toutes on va dire, les bons CV de ces gens-là, je pense que moi, en tout cas, j'ai une grande foi envers les prochains mois, puis tout ce que ça va apporter de bienfaits. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous rend fier ou ça peut aussi être dans les défis, là, ce qui a travaillé encore? Toujours dans le milieu de la santé, ce qui a commencé là, la session là, en janvier, on avait un gros enjeu ici à Mirabel. Et on a une organisation qui s'appelle le Centre multiservice d'habitation multiservice, le CHMM. Et on avait un enjeu au début de la session, au début de l'année, sur le financement. Il y a eu pour un peu plus si ma mémoire est bonne, je pense que c'est 9 millions de projets en itinérance, parce qu'on sait que l'itinérance, c'est un gros enjeu, ici sur le territoire. Et on n'avait pas cet argent-là. Le CIS n'avait pas cet argent-là. Donc, a dû réanalyser tous les dossiers, tout ça, et il y a eu un enjeu de financement avec le CHMM. Donc, comme c'est une organisation, non seulement qui est sur mon territoire, mais qui est hyper efficace, on va se le dire, l'équipe du CHMM, elle est vraiment efficace. J'ai tout fait. On a travaillé avec le ministre Carman pour aller trouver du financement pour la prochaine année. Une partie du financement qui leur manque, mais on a une bonne direction générale auprès de cette organisation-là et ils vont travailler avec l'argent qu'on a pu leur octroyer. Un 58 000 $ au total pour aider l'organisation pour la prochaine année. On sait que l'itinérance est un enjeu qui est hyper important, qui est en augmentation parce que dans le territoire mirabellois, c'est l'endroit sur le territoire ici de ma circonscription où il y a le plus de gens qui vont se retrouver. On est à la charnière entre les Laurentides, les Hautes-Laurentides. On est vraiment dans la portion où il y a un créneau de gens qui viennent s'y installer ou justement viennent essayer de trouver un lieu et n'en trouvent pas. Donc, l'itinérance est en augmentation ici. Donc, on a travaillé fort. C'est toujours dans le cadre de la santé, mais ça a été un dossier qui est pas fini d'ailleurs, là. C'est un tampon pour une année en cours. Mais l'année prochaine, il faut retravailler aussi pour continuer à les aider. Donc, pour rester dans la région, il y a tout ce processus du redécoupage de la carte électorale qui a été mis en pause par l'Assemblée nationale jusqu'en 2030. Ce redécoupage-là prévoyait la création d'une nouvelle circonscription, celle de Bellefeuille dans les Laurentides, pour pallier donc à la population qui croît dans la région. Est-ce que cette pause, c'est quelque chose qui vous inquiète? Il y a certaines voix dans la région là, qui se sont élevées pour dire que ça allait affecter la bonne représentation des Laurentides
au niveau provincial? Bien, écoutez, je comprends très bien les gens, c'est surtout des élus aussi qui représentent leur population, bien entendu, dont les voix se sont élevées. Et je les comprends parce qu'on a une population qui est en croissance. Les enjeux sont importants au niveau de la représentation, justement. Mais pas seulement qu'ici, dans les Laurentides, partout dans les autres territoires. Puis on a des enjeux où les territoires devenaient tellement grands pour essayer d'avoir le nombre de populations égales dans chacune des circonscriptions que ça faisait plus de sens. Donc, moi, je suis pour le report, bien que ce soit important qu'on soit bien représenté ici. On est 10 députés dans les Laurentides. On aurait été 11 selon la nouvelle carte électorale. Je le comprends. Mais on va tout faire, par exemple, on va travailler de concert les 10 personnes qui vont être élues en 2026 pour continuer à bien représenter notre région. Mais il faut que ce soit équitable dans l'ensemble de la province. C'est pour ça que je les comprends, mais d'un autre côté, il faut avoir je dirais un regard 360 là, pour pouvoir voir l'ensemble de tous les territoires et s'assurer d'une bonne représentation partout. Que chaque électeur ait son poids électoral, si on peut dire. Là, au moment où on se parle, on est quelques jours avant le 1er juillet. Selon les derniers chiffres de la Société canadienne de l'hypothèque et du logement, dans la zone dans laquelle votre circonscription est située, le taux d'inoccupation est à 0,7 %. Puis, pour un appartement 2 chambres, le loyer moyen est à 1 229 $ par mois. C'est des chiffres qui sont quand même assez inquiétants. Quel message vous aimeriez transmettre à vos citoyens là, justement à la veille du 1er juillet? Comme gouvernement, on est hyper sensible à cette réalité-là. Bon, on a vu tous les projets de loi aussi qui ont été le projet de loi 31, ensuite la nouvelle loi pour protéger les personnes âgées aussi de l'éviction. On a retravaillé ce projet de loi-là qui aurait dû être dans le 31, mais que, bon, à un moment donné, dans le 31, on a réglé certains enjeux, puis on a rajouté avec ce projet de loi-là. C'est important de dire à la population qu'on est là pour les soutenir. On est là pour travailler avec tous les projets. On a aidé les municipalités aussi à faire en sorte que les projets soient plus faciles à réaliser, les projets de construction de logements, puis de conversion aussi. Donc, c'est important qu'on soit là. C'est historique, ça s'est jamais vu, mais c'est partout comme ça. C'est vraiment pas juste au Québec, c'est partout comme ça, cet enjeu-là. Puis l'idée, c'est vraiment de faire de l'allègement, faire en sorte que les entreprises puissent construire davantage, faire en sorte que les propriétaires aussi puissent avoir des lieux qui soient sains pour les gens aussi. Ça, c'est important pour leurs locataires. Puis là, qu'est-ce qui s'en vient donc pour l'été en général, là, maintenant que la session parlementaire est terminée? Donc, on a ce nous, on appelle des cas de comté, là, des situations, des enjeux pour des citoyens. Sont beaucoup en matière de santé, en matière d'éducation aussi. Donc, on travaille avec eux de façon très étroite pour trouver des solutions à leurs enjeux. On a aussi quelques projets avec qui s'en viennent, des projets qui vont être intéressants. Puis aussi tous les dossiers, la 335 qu'on est en train de vraiment avec la ville. Ça va bien. On devrait avoir des annonces à faire incessamment sur le début des travaux parce que c'est ça. Tout le travail qui s'est fait en amont, c'est fait. Les achats de terrain, tout ça, c'est fait. Maintenant, il reste à trouver l'entrepreneur ou les entrepreneurs qui vont faire les travaux. Puis ça, c'est en cours actuellement pour pouvoir faire une annonce, je l'espère, à l'automne qui s'en vient, le début des travaux. À venir dans les Basses-Laurentides, la ville de Mirabel a annoncé l'édition 2024 des Variétés qui regroupe 9 spectacles de musique populaire dans 9 secteurs de la ville et ce, tous les mardis dès 19h jusqu'au 20 août prochain. Cet événement qui prend place dans les parcs et centres culturels de la ville est l'occasion pour les Mirabellois et les Mirabelloises de découvrir plusieurs artistes de la région avec une variété de styles musicaux comme le blues, le rock, le R&B, le jazz et bien d'autres genres populaires. C'est Fred Dionne qui a ouvert le bal le 25 juin dernier, suivi le 2 juillet dernier par Seb et Jess. Le prochain spectacle, qui aura lieu le mardi 9 juillet prochain dès 19h, accueillera Marion Brunel dans le secteur du domaine vers sud. Une gigantesque chaise itinérante, emblème de l'édition des Variétés, se déplacera de spectacle en spectacle tout au long de l'été. Les événements sont gratuits et accessibles à tous.
Dans le cadre du concours Rosemère en fleurs, la ville de Rosemère annonce l'événement du bazar horticole dans les jardins de la maison Hamilton et la visite des jardins secrets qui se tiendront le 14 juillet prochain de 9h30 à 16h30. L'événement du bazar horticole offrira plusieurs activités pour toute la famille. Les citoyens pourront acheter des plantes, des pousses d'arbres, des pots, des outils, des antiquités et différents accessoires de seconde main pour le jardinage. De plus, pour la première fois cette année, les décorations de Noël et les meubles usagés seront aussi en vente. Cette récupération d'objets offerts par la communauté permet de donner une seconde vie à des articles en bon état, tout en ramassant des fonds pour l'organisme de répit Les Petits Plaisirs. Pour ce qui est des jardins secrets, il est possible d'y avoir accès au coût de 10 $. Les intéressés pourront visiter ces jardins privés regroupant de nombreux aménagements paysagers. Les billets seront en vente uniquement le 14 juillet à la maison Hamilton. Cet été et jusqu'au 24 août, la compagnie du Petit Théâtre du Nord présente la pièce Une plante verte, verte, verte. Pour découvrir les dessous de la production, je vous propose de me suivre dans un tour des coulisses du Centre de création de Boisbriand. On se trouve au Centre de création de Boisbriand aujourd'hui pour représenter la pièce Une plante verte, 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 qui est une production du Petit Théâtre du Nord. Donc, quelque chose d'assez spécial cette année quand même. Oui, une comédie de genre. On est dans un univers de fantastique, un peu science-fiction, de série B, un genre de film de série B qui va nous mener à suivre quatre histoires. Oui. Dont une que vous avez ici, là, Svalbard, qui est vraiment une bibliothèque de graines en Norvège, qui entrepose toutes les graines qui ont partout dans le monde. Fait qu'on va suivre un ministre et sa collègue qui vont porter des graines canadiennes là-bas. On va suivre une famille qui s'en vont au théâtre à Boisbriand et qui vont se faire pogner dans une forêt diabolique. Et on suit aussi des scientifiques qui essaient de rentrer en contact avec les plantes. Parce que, en fait, la prémisse du spectacle, c'est ça, c'est que les plantes ont décidé de faire la grève de la photosynthèse. Fait que plus de photosynthèse, la vie s'arrête sur Terre. Fait que donc, on suit aussi ces biologistes-là. Et on suit aussi un amoureux de plantes qui a une relation avec sa plante. Fait qu'on suit ça aussi. Donc, on suit vraiment ces histoires qui reviennent en chassé-croisé de ces trois histoires-là qui mènent à une fin de film de catastrophe, finalement. Tu sais, on est vraiment dans cette niaiserie-là de clichés de films catastrophes apocalyptiques qu'on a en ce moment partout, dans des séries de Netflix et partout. Voilà. Puis on est 5 comédiens pour jouer tout ça, donc avec tout le déroulement que tu viens de nommer, ça prouve qu'on change beaucoup de costumes. Ça va vite pour nous, mais c'est super le fun parce que dès qu'on part, on n'arrête pas jusqu'à la fin. Oui, avec Carl Béchard, Mathieu Richard, Mélanie Saint-Laurent, Andréane, Dave et moi-même, Sébastien Gauthier. Fait que dès qu'on fait tous les personnages, fait que ça bouge énormément. Vous allez voir que la configuration est particulière. Les gens ne sont pas habitués au théâtre de voir cette configuration-là. Fait qu'on a une configuration qui amène ce dynamisme-là de film d'action, en fait. On est dans un trailer d'action. Alors, suivez-nous. On va vous montrer ça, les dessous de la pièce. Oui. On se trouve présentement sur la scène. Puis là, ici, ce qui est spécial, comme Sébastien disait tantôt, c'est qu'on est dans du trifrontal. Donc, on a des spectateurs à 3 endroits. Puis ici, on a notre espèce de serre qui est envahie par les plantes, qui va servir aussi à nos biologistes pour se cacher des plantes. Donc, voilà. Puis on a nos semences, nos boîtes de semences ici au travers du décor aussi. Que je joue 6 personnages différents, donc il faut se garder une certaine neutralité dans le maquillage. On y va juste vraiment pour éviter qu'on ait trop chaud, fait qu'on met de la petite poudre pour pas perler. Pourquoi venir voir une plante verte? Pour plein de raisons. Pour un, il y a quand même quelque chose par rapport aux plantes, par rapport à la végétation. L'écriture est très intelligente, très d'actualité aussi. On parle de notre relation avec les plantes, puis de notre relation un peu incongrue avec elles, parce qu'on pense qu'on est plus intelligente qu'eux autres.
puis finalement, on n'en fait pas attention. Fait que, tu sais, on est un peu là-dedans sans faire la morale. Fait que pour ça, moi, je pense que ça vaut la peine. Pour la belle niaiserie dans laquelle on est, parce que c'est drôle, c'est hilarant. Je pense qu'il y a des scènes très, très, très drôles qui valent la peine. Puis le cliché dans lequel tout ça... Vous allez reconnaître beaucoup de clichés cinématographiques à l'intérieur de ça, puis c'est une belle folie, pour vrai. Là. Oui, si vous aimez les trailers, suspense, science-fiction, un peu de peur, mais tu sais, c'est ça, film catastrophe, on est là-dedans, fait que venez voir ça, c'est super drôle. Les acteurs sont merveilleux. Merveilleux. Et voilà, c'est ce qui conclut cette édition de l'Hebdo. Bonne soirée à notre antenne et merci de choisir TVBL pour vous informer. Thank you.